chapitre maintenant où vous allez découvrir, où vous allez ouvrir de grands yeux sans doute. Nous, ça a été notre cas. La désinformation, on en parle régulièrement. On la met même à toutes les sauces. On a l'habitude de dénoncer la désinformation, les tentatives de désinformation. Mais qui parvient à mettre le doigt dessus et à se rendre compte concrètement comment ça marche, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, comment c'est diffusé, comment c'est ensuite rediffusé un peu partout. Eh bien, pour la première fois, on a maintenant la possibilité ce soir, et on va vous le montrer, on va vous raconter cette histoire, de l'apercevoir très directement, très précisément. Donc, c'est une enquête, mais voilà, Quentin va nous parler de tout ça. Le mieux, c'est de commencer par lui, le récit des faits en l'occurrence, et de cette histoire particulière. On a choisi 7 exemples particuliers. Voici les indispensables, donc avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, un mot global, parce qu'on s'aperçoit à travers cette grande enquête de presse et de Forbidden Stories, comment fonctionne cette usine à désinformation. Oui. D'abord, c'est une enquête réalisée sur plus de 6 mois par une organisation de journalistes appelée Forbidden Stories, 100 journalistes de 30 médias du monde entier, dont Le Monde et Radio France pour l'Hexagone. Alors qu'ont-ils découvert ? Ils ont découvert un atelier à grande échelle de désinformation et l'exemple que nous allons vous raconter est une opération réussie et éloquente. Cet atelier, une entreprise, est basé en Israël. Nous sommes dans la zone industrielle de la ville de Modine, à 20 km de Tel Aviv, à 30 km environ de Jérusalem. Lorsque les journalistes qui se font passer pour des faux clients qui sont intéressés par l'entreprise arrivent devant la porte, rien n'indique que la société existe bel et bien. Il n'y a ni plaque, ni nom de l'entreprise. Ils sont reçus par un homme, un dénommé Georgie. Ils sont équipés d'un micro et d'une caméra cachée. Extrait de la rencontre. My Spanish name is Jorge. George is a nickname, and I don't have a name. You don't have a name. You saw what it said on the door, right? Yeah, It says nothing. it says nothing. So maybe That's who we are. We are nothing. We are here. À l'intérieur des bureaux, les employés se présentent comme d'anciens officiers de l'armée israélienne ou des services de renseignement du Mossad. Le dénommé Georgie propose alors ses produits aux journalistes. Nous fournissons un service du renseignement et de l'influence. Ce sont nos compétences de base. On peut aussi construire un récit et le propager. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Georgie livre un exemple précis, un exemple qui a eu lieu en France. Mi-décembre, un présentateur termine son journal par une brève, une information de quelques secondes. Il évoque une vraie information, le 9e paquet de sanctions de l'Union européenne qui vise les oligarques russes. Il vient d'être adopté alors, mais il poursuit ensuite. Des sanctions à répétition qui font craindre le pire aux constructeurs de yachts à Monaco. Le gel des avoirs des oligarques met leur secteur en grande difficulté. Tous ceux qui ont travaillé avec les oligarques russes pourraient être sanctionnés à leur tour. 10 000 postes sont en jeu sur la Côte d'Azur. Alors bien sûr, il est vrai que ce 9e paquet de sanctions a réduit les commandes des constructeurs de yachts. En revanche, annoncer que ces mêmes constructeurs pourraient être sanctionnés est totalement faux. Il n'en a jamais été question. Georgie explique en réalité qu'il est à l'origine de cette fake news visant à discréditer les sanctions infligées aux oligarques russes. C'est une commande d'un client, explique-t-il, de toute évidence, un client qui travaille pour la Russie. Alors comment cette fake news est arrivée aux mains du journaliste français qui l'a relayée ensuite ? L'a-t-il fait de son plein gré ? A-t-il reçu une rémunération pour la relayer ? Le média français, contacté par les journalistes d'investigation, explique être la victime, ne pas avoir validé le texte du journaliste. Il explique également avoir suspendu le présentateur et lancé un audit interne. Le présentateur, lui, plaide la bonne foi. Les mots prononcés, vous l'avez dit, sur un média français, la société de Georgie va ensuite les propager à grande échelle partout dans le monde. L'extrait en question va être repartagé, republié des milliers de fois sur les réseaux sociaux par une armée de faux profils et de faux comptes entièrement créés de toutes pièces par l'entreprise israélienne. Derrière cette usine,
un logiciel capable de créer en moins d'une minute un faux profil plus vrai que nature. Preuve en image dans ce deuxième extrait où Georgie fait une démonstration aux journalistes. One candidate together. Let's take one, I don't know, United Kingdom, female. Let's do a search. Isla Sawyer. Let's say I don't like the name. It's not. Oh, Sophie Wilde. I like the name. British. Now I want to put an image set. Okay, this one I like. I put this as profile picture and I do next. Now I finish. I created Sophie Wilde. She have a date. She have an email. She have picture set. Everything. Alors on a vérifié, David. Aujourd'hui, eh bien, le profil de cette Sophia Wilde existe toujours. Il a retweeté d'ailleurs, vous le voyez, de nombreux articles ces derniers jours. Le dernier en date, le 9 février. C'est en fait le logiciel qui gère le compte fictif. Des faux profils comme cela, Georgie en crée plus de 39 000, tous actifs. Et comme le faux profil de Sophia Wilde, ils peuvent partager de fausses informations commandées par un client pour leur donner du crédit. Ils peuvent même commenter en masse les publications sur les réseaux sociaux et ainsi influencer l'opinion publique. Merci Quentin. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que